Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les antennes de la télévision nationale. Bienvenue dans votre émission Question d'actualité. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la problématique de l'entrepreneuriat de jeunes, défis et perspectives. À ce niveau, une question fondamentale se pose. Pourquoi les entreprises créées par les jeunes ne vivent pas longtemps? Pour répondre à ces interrogations, nous avons des invités tout naturellement sur ce plateau. D'abord, Drissa Balo, vous êtes le coordinateur du PROCEJ. Bonjour, M. Balo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à l'heure, les détails. Deuxième invité, Kassoum Koulibaly. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir. Vous êtes formateur en entrepreneuriat. Vous êtes le président de l'Institut mondial pour l'autonomisation économique des femmes. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Troisième invité, Ibrahim Diko. Bonsoir, M. Diko. Bonsoir. Vous êtes lauréat à la compétition de plan d'affaires du PROCEJ. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Le quatrième invité, non le moindre, Idrissa Koulibaly. Bonsoir, M. Koulibaly. Merci. Vous êtes jeune entrepreneur. M. Balo, coordinateur du PROCEJ. Quand on parle d'entrepreneur, de qui s'agit-il? Un entrepreneur, vous savez, il y a la définition classique des dictionnaires. Oui. Mais je dirais pour moi qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'engage à réaliser ses rêves, à affronter les défis pour atteindre ses objectifs. C'est d'abord un créateur qui va créer de la richesse et faire des prestations pour d'autres personnes et donner des emplois à d'autres personnes. Alors quand vous parlez de créateurs de richesse, nous sommes dans un contexte où les gens pensent directement à l'argent. Est-ce que c'est le cas? Il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneuriat social, dont l'objectif principal, ce n'est pas de s'enrichir. Donc un entrepreneur, quand on dit de la richesse, ce n'est pas de la richesse pécuniaire seulement, c'est aussi de la richesse sociale. Parce qu'un entrepreneur social, il a essentiellement pour objectif d'offrir des services à des populations qui en ont besoin. Pas forcément pour s'enrichir là-dessus. Donc il y a plusieurs types d'entrepreneuriat et d'entrepreneurs. Mais un entrepreneur, je pense qu'il faut retenir que c'est quelqu'un c'est un créateur. C'est un créateur, c'est quelqu'un qui sait prendre des risques, qui développe un leadership et qui va affronter tous les défis nécessaires pour atteindre ses objectifs. Très bien. Alors M. Koulibaly, on peut dire que vous êtes un entrepreneur. Oui, tout à fait. Voilà, votre définition. Alors donc, je rejoins aussi M. Balo dans sa définition de l'entrepreneur, mais ce qu'il faut reconnaître globalement, c'est que nous avons différents profils d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, quand on prend la classe jeune au Mali, nous avons des entrepreneurs dans le milieu rural et que des entrepreneurs dans le milieu urbain. On a aussi globalement des entrepreneurs économiques, sociaux, culturels, souvent intellectuels et même plus en plus des entrepreneurs politiques. Alors donc l'entrepreneur, comme il a dit, et que je souscris, c'est la création des richesses. Et quand on dit création de richesses, c'est aussi bien des richesses économiques, financières, mais aussi des richesses sociales. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui met ensemble des individus, qui met des ressources matérielles et qui met aussi des idées en place pour créer de l'innovation. Donc, tous ceux qui participent à ce processus, qu'ils soient des créateurs de ces innovations, mais aussi des bénéficiaires en tant que clients, sont enrichis dans le processus d'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui est capable de pouvoir organiser tout ce système-là dans la durée. Et ça, il faut mentionner cette partie, dans la durée. Ouais. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier à vie pour ceux qui s'engagent et il faut aller dans ce sens. Voilà. Alors, comment devient-on entrepreneur, M. Balo? Comment on devient entrepreneur? Je pense que on devient entrepreneur que lorsque on passe à l'action. Je pense que ça, c'est très important. Parce que vous voyez, on rencontre énormément de gens qui disent « je suis entrepreneur » parce qu'ils ont fait beaucoup de formations à l'entrepreneuriat, ils participent à beaucoup de choses. Mais un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui passe à l'action. Tant que vous ne passez pas à l'action, pour moi, vous n'êtes pas entrepreneur. Vous êtes un porteur d'idées d'entreprise, mais vous n'êtes pas entrepreneur. Pour moi, c'est la première des choses. Franchir cette étape de l'investissement personnel et d'autres types d'investissements comme matériel et financier qu'on fait après. Très bien. Monsieur Koulibaly, Idrissa, est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, je crois que, comme l'a dit M. Balo, pour moi déjà un entrepreneur, que lorsque on met en place déjà son idée de projet d'entreprise, donc une fois que cela est fait et qu'on
on remplace déjà, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs formels et informels, donc ça il faut ça faire veut dire quoi? des gens qui sont vraiment peut-être enregistrés, qui répondent un peu à tout ce que l'État a mis en place pour reconnaître une entreprise en tant que telle. D'abord, il faut commencer par la création au niveau des structures qui sont mises en place par le gouvernement, comme l'API Mali et autres, avoir son registre de commerce ou bien son agrément et faire les formalités aussi au niveau du fisc. Donc après tout ça, on peut dire qu'une fois qu'on s'engage, qu'on est vraiment entrepreneur maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait pour... Vous êtes jeune entrepreneur? Oui, bon, moi, je crois que... Les autres ont décidé d'aller au niveau de la fonction publique. C'est vrai. Je crois que moi, j'ai tout le temps été entrepreneur depuis l'enfance, il faut le reconnaître. À ce niveau, porteur d'idées. Voilà, porteur d'idées, je vais dire, parce que je l'avais déjà, en fait. J'étais porteur d'idées de projets d'entreprise, de création d'entreprise depuis l'enfance, parce que lorsque j'étais encore sur les bancs, dans la société déjà, je dispensais des cours à des enfants, je les encadrais à la maison, à domicile, pour avoir de l'argent. Donc, c'est une façon d'être un entrepreneur. Voilà. Donc, après, effectivement, quand j'ai fini avec mes études, j'avais déjà commencé à travailler dans certaines structures. Mais après, j'ai décidé moi-même de me mettre à mon propre compte. Très bien. Voilà. Parce que... Malgré les obstacles? Oui, les obstacles, je pense que ça ne doit pas faire peur de s'engager. Une fois que... on croit, on prend connaissance ou bien qu'on ait confiance en soi, je crois qu'il faut y aller. Les obstacles, ça fait partie de la vie de l'homme. Voilà, que vous soyez entrepreneur ou pas, la vie même, c'est des risques en fait. Voilà. Alors, M. Coulibaly, est-ce que ce que les gens appellent obstacles dans l'entrepreneuriat, est-ce que ce n'est pas en fait des opportunités? Oui, on peut voir sur les deux angles, en termes d'obstacles, en termes d'opportunités. Parce que comme il a dit, un entrepreneur, c'est celui qui passe à l'action. Quand on peut passer à l'action, ça veut dire qu'on est prêt à relever des défis. Donc les obstacles sont faits pour vraiment pousser l'entrepreneur à devenir meilleur. Donc en ce thème-là, on peut dire que c'est une opportunité. Et surtout, lorsqu'il y a des obstacles, ça développe chez l'entrepreneur ce qu'on appelle l'innovation. Donc il peut passer donc de voir des systèmes qui sont là, qui ne sont pas bien fonctionnels. Ça peut lui permettre de pouvoir développer de nouveaux services ou de nouveaux produits qui pourraient permettre de lever ces obstacles. Donc déjà, les obstacles créent des opportunités de création de richesses pour l'entrepreneur vrai. Voilà. Très bien. Alors, monsieur Diko, vous êtes lauréat de la compétition du plan d'affaires ProSège. Votre plan portait sur quoi? Le plan portait sur la production des savons cosmétiques, les savons de douche, les savons parfumés. Donc j'avais l'idée il y a longtemps, j'avais fait le constat depuis des années. Donc je vendais les savons d'abord. J'ai remarqué qu'au Mali, c'était très difficile d'avoir un produit malien qui est uniquement cosmétique, un savon que le Mali produit, qui est 100% malien. Donc j'avais fait le constat, j'ai remarqué dans les supermarchés, dans les boutiques de beauté, j'ai vu que toujours c'est les savons étrangers qui sont là. Or, on a beaucoup de potentialités, on a beaucoup de produits qui peuvent nous permettre de produire les savons au Mali et uniquement pour les cosmétiques. C'est comme ça que je me suis lancé dans la vente d'abord, voir le marché, comment ça... après les études, j'étais obligé de quitter la colline universitaire, donc j'étais obligé de faire face à la vie professionnelle. Je n'ai jamais voulu être chez un tonton ou bien chez un papa. Donc j'ai ouvert ma boîte. Je faisais la photocopie, la coiffure, je vendais les savons à côté. C'est avec la crise ivoirienne que vraiment j'ai eu un contact avec un grand sinistre ivoirien qui travaille dans une société Gandou avec Sivop. Il est venu ici juste après la crise. C'est comme ça qu'on a fait la connaissance. Et je lui ai dit, bon, vraiment, j'aimerais ouvrir une savonnerie pour produire les savons cosmétiques. Il me dit, lui, il est professionnel en la matière. Il m'a expliqué un peu, je ne lui faisais pas confiance. Quand même, j'ai fait 1 mois d'enquête sur lui. Chaque fois, je passe chez lui échanger. Comme ça, je lui ai donné quelques sous. J'ai commencé avec 50 000. On a payé quelques produits, on a fait un petit test. J'ai donné à quelques personnes essayer. Tout le monde a commencé à apprécier. Comme ça, j'ai eu le courage de chercher encore des fonds. Et en même temps, j'ai cherché les amis, les parents. Je leur ai demandé d'investir. Si par exemple tu me donnes 100 000, je te donnais 15 000 francs de bénéfices par mois. C'était juste pour avoir leur argent, pour pouvoir investir. Parce que déjà, je me suis dit, ça c'est un produit porteur. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dévoiler
en quelques phrases, par exemple, l'ossature de votre plan d'affaires? Le plan d'affaires, d'abord, on avait l'idée du projet que le projet nous avait demandé d'élaborer. On a élaboré ça, on a déposé, on a sélectionné. C'est suite à cela même, le projet nous a formé pendant 15 jours comment monter un plan d'affaires. Parce que j'avais monté un plan d'affaires, j'avais donné à un cabinet de monter le plan d'affaires. Mais lorsque j'ai été formé par le procès, vraiment j'étais très très satisfait. J'ai vu qu'il y avait une grande différence. Et comme ça, j'ai su que vraiment la formation c'était plus utile que de donner ton plan d'affaires à quelqu'un de monter. C'est comme ça que j'ai monté le plan d'affaires, comment mes besoins, ce que je voulais changer. La savonnerie, ça marche maintenant? Ça marche depuis 2011. 2011, mais c'est l'accompagnement du process qui a donné un coup d'accélérateur? Non, pas encore là. Jusqu'à présent, je n'ai eu un franc du process d'abord. D'accord, le coordinateur est là. Voilà. Il a entendu le message. Voilà. En fait, si vous permettez, je voulais juste le compléter pour dire d'abord un certain nombre de constats à faire. Nous avons dit un entrepreneur, c'est celui qui passe à l'action. Oui. Dans son cas, vous voyez, il n'a attendu personne. Oui. Il n'a attendu personne. Et il relève des obstacles, ce qu'on appelle les défis, que généralement un pessimiste considère comme un obstacle, mais pour un entrepreneur, c'est des challenges, c'est des défis à relever. Le challenge, c'est d'abord, on se dit, bon, on se dit, oh, dans le marché, il y a tellement de savon aujourd'hui, est-ce que j'ai de la place? C'est la première des choses. La deuxième chose, c'est, est-ce que j'ai les moyens? Il se dit, bon, il a ses méthodes, il prend l'argent, il rembourse, il donne des intérêts, il incite les gens à lui faire confiance. La troisième chose, c'est de dire, est-ce que je peux... Qu'est-ce que je vais faire en plus pour que mon savon soit prisé sur le marché? Oui. Et là, il se dit, ah, j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui sait faire, qui a travaillé dans des conditions industrielles, qui peut m'apporter quelque chose. Donc, le fait d'aller chercher ces compétences, il faut avoir l'initiative pour aller vers les gens. Donc, il y a un certain nombre de choses que nous avons dites ici, tout de suite, qui se retrouvent dans le parcours de monsieur. Mais je voulais juste, pour conclure sur ce point, vous dire que il a été le premier, c'est le lauréat. Hein, sur toutes les commissions de sélection que nous avons eues, l'ont sélectionné comme premier. Ça veut dire qu'il y a un profil entrepreneur qui est là, qui n'a pas, en fait, qu'on soit là ou pas là, lui, il ferait son affaire. Il irait dans son objectif. Et il est prêt à affronter les défis. Mais au-delà de cela, bon, nous, il a eu le premier prix, il va avoir 5 millions de francs CFA. Il a eu le prix du président de la République, il a 2 millions. Il a un reliquat, les commissions se tiennent au niveau du phare. Nous passons au plus tard vers le 7, entre le 3 et le 7 juin, mettre en place. Mais nous avons un peu pris du temps pour mettre les financements parce que nous voulons éviter ce que nous avons vécu ici au Mali. C'est-à-dire, une fois qu'on finance les jeunes, le lendemain, on a dit que l'argent est sur le compte. Beaucoup de jeunes ont du mal après à se ressaisir, même si la tentation est très facile. Pour quelqu'un, en lui disant, vous avez 7 ou 8 millions sur votre compte, le jeune homme, ça peut monter la tête rapidement. Donc, nous sommes en train de mettre en place un système de suivi-contrôle. Donc, nous sommes en train de recruter les services qui vont suivre la mise en œuvre de leur plan d'affaires avec eux, avec les montants. C'est tout ça qu'on a combiné ensemble. La cérémonie, c'était le 11 mai. Oui. Entre le 3 et 7, on va mettre les financements à la disposition des jeunes pour qu'ils puissent avancer. En ce moment, il est concerné. Bien sûr. Déjà, il va avoir le gros lot, lui. Très bien. Avant de venir à M. Koulibaly, mais pourquoi vous n'avez pas pris les 100 000 francs, les 50 000 francs pour les utiliser autrement, comme beaucoup de jeunes le font? Non, déjà, moi, je travaillais, j'ai commencé à coudre les chaussures et faire le cirage. J'avais un salon de coiffure depuis l'université, depuis le lycée, j'avais un salon de coiffure. Donc, je travaillais pour moi-même. J'avais de l'argent, mais je voulais investir. Moi, je ne vais jamais garder de l'argent dans un compte, parce que je voulais toujours investir. Si je vois que j'ai de l'argent, je crée d'autres activités à côté, où je prends une autre personne, je lui donne de gérer ça. Donc, je n'ai jamais voulu garder de l'argent avec moi. Parce que j'ai dit tout de suite, là, je n'ai pas besoin d'argent. Il faut que j'investisse à quelque chose. Dans 5 ans, ou dans 2 ans, 3 ans, ça peut m'apporter quelque chose. C'est pour cela que je cherche toujours de l'argent à investir ailleurs que de garder l'argent dans la poche ou bien dans les comptes bancaires. Très bien. Alors, M. Koulibaly, est-ce que, je vais dire, Balo, quelle est la place des femmes dans tout ce que vous faites? Nous, au procès, nous avons des indicateurs de performance. Dans nos indicateurs de performance, le genre est très important. Il y a des lauréates. Ah oui, il y a des lauréates. Je pense que sur les 77 que nous avons primés, il y a 35 femmes. Hein. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Nous avons un objectif de 30% sur ce volet, la compétition des plans d'affaires. Mais il faut rappeler que nous avons un autre programme avec la pêche où nous avons un objectif de 50 à 60%. Déjà, le minimum des objectifs que nous avons sur nos différents programmes et sous-programmes, c'est 30% déjà. 30%. M. Koulibaly, est-ce que ça vous enchante, vous, en tant que promoteur de l'Institut pour l'autonomisation des femmes là?
Tout à fait, tout à fait. Je pense que les indicateurs fixés par le procès sont ambitieux et qui ont été atteints. Parce que dans ma profession de formateur, j'ai quand même accompagné quelques jeunes promoteurs, femmes, dans le cadre du procès. Et il faut noter qu'aujourd'hui, quand on prend les entrepreneurs aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs aujourd'hui, c'est les femmes. Ah. Ça, on ne le mesure pas beaucoup. C'est les femmes? La plupart. Quand vous prenez tous nos marchés aujourd'hui, vous voyez qu'il y a plus de femmes qui sont engagées dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une explication technique à ça? Il y a une explication technique à ça parce que déjà, vous voyez que la femme au foyer, déjà, elle est organisée. Donc, elle tient une entreprise familiale. Donc, naturellement, elle a les capacités de pouvoir gérer une équipe, c'est-à-dire la famille. Donc, elle est déjà habituée donc, à gérer les situations complexes. Et l'entreprise, c'est une situation complexe. Et donc, elle est amenée quand même à se prendre en charge, notamment dans le milieu rural. Donc, les femmes sont vraiment engagées dans la production, n'est-ce pas, et la commercialisation des produits agricoles. Et bien sûr, la transformation. Pour revenir au deuxième point, où je suis enchanté encore davantage, parce que nous avons mis au sein de notre institut le premier incubateur d'entrepreneuriat féminin, et qui est pour nous aujourd'hui un instrument qui pourra être capable de pouvoir soutenir les femmes entrepreneurs. Au-delà de tout ce que nous avons d'un système d'accompagnement au Mali, je pense que cet incubateur-là fera une différence certaine dans l'accompagnement. Et je dirais au coordinateur du procès, au lieu de se limiter aux 30% des femmes dans le volet de compétition de plan d'affaires, il faut aller à 60%. Parce qu'on a remarqué que lorsque les femmes on investit dans les femmes, on a plus de résultats, notamment dans le milieu jeune. Parce que les femmes ne pourront pas prendre les ressources qui sont mises à leur disposition pour aller à l'aventure, comme on l'a vu dans beaucoup de cas de programmes au Mali ici. Mais avec les jeunes garçons, souvent, ça a été très difficile. Il y a eu beaucoup de perditions. Donc, avec les femmes, nous avons plus de garanties d'avoir un succès dans les résultats attendus dans les investissements qui seront faits. Message saisi, monsieur le coordinateur. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est le minimum. Les quotas que je donne, les indicateurs que je donne sont des indicateurs minimaux. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que là, on vient de lancer la deuxième édition, que un maximum de jeunes femmes et de femmes puissent postuler à cette compétition. Très bien. Alors, il y a une question fondamentale qui se pose, par exemple, M. Koulibaly, Idrissa. Le constat est là, hein, quand les jeunes entrepreneurs, hommes par exemple, les entreprises ne durent pas longtemps. Est-ce qu'il y a une explication? Vous êtes un exemple? Oui, à cette question, j'ai envie de dire qu'au Mali, les entreprises ne vivent pas longtemps pour plusieurs raisons. Une des raisons fondamentales, c'est que les jeunes qui se lancent arrivent sur le marché de l'entrepreneuriat qui ne sont pas prêts, effectivement. Donc quand je dis prêts, on a eu à le dire à l'entame du débat, il faut être prêt à affronter les obstacles. C'est-à-dire pour nombre de ces jeunes, une fois que les premiers obstacles se pointent, donc voilà, ils se cherchent. Donc ça c'est un cas. Une autre raison, c'est le fait aussi que les jeunes souvent ont du mal à accéder au marché. Parce que c'est bon, même quand on a les meilleurs produits du monde, du coup, il y a à le dire. Aujourd'hui, son savon fait concurrence à des milliers d'autres marques qui se vendent dans les supermarchés. Donc, il faut avoir des débouchés pour les produits, pour les services qu'on propose aux clients. Donc, s'il n'y a pas de marché, ou bien si l'accès est difficile, donc vraiment, ça fait que tu dépenses tout le temps. Donc, les charges fixes sont toujours là et difficilement on peut s'en sortir. Donc, il y a ça, même si le jeune il a la volonté de pouvoir continuer avec son idée. Peut-être que son intelligence ou bien sa stratégie ne fonctionne pas assez souvent. Donc souvent, on a besoin aussi de faire échec pour être un bon entrepreneur. Hein. Je sais que dans certains pays, comme aux États-Unis par exemple, donc il y a des banques qui ne font confiance qu'à des entreprises qui ont déjà fait échec. Voilà, donc c'est pour dire que l'échec, souvent, ce n'est pas l'échec qui doit décourager pour ne pas retenter l'aventure. C'est toujours bon de s'interroger et de voir là où ça n'a pas marché et essayer vraiment de voir comment soulever ces obstacles. Oui, alors, je souscris un peu à ce qu'il dit, mais fondamentalement, je pense que moi, c'est mon constat que je fais au Mali, c'est que nous manquons d'une culture entrepreneuriale véritable. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Quand vous prenez tout le système éducatif malien, vous
vous n'avez pas de curricula qui sont basés sur l'éducation à l'entrepreneuriat. Ce qui fait que les jeunes qui veulent aller aujourd'hui à la création d'entreprises, je prends 2 catégories. Parce que ceux qui commencent déjà au niveau artisanal sont plus aguerris. Et en général, quand ils créent des entreprises, ces entreprises-là sont pérennes, se pérennisent facilement. Mais là où nous avons beaucoup d'échecs, c'est lorsqu'on met en place des programmes d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. En ce moment, la sélection souvent ne se fait pas de manière rigoureuse. Il y a des gens qui viennent dans ces programmes-là par défaut. Je n'ai pas eu un emploi, ben écoutez, il y a un programme qui est lancé, et puis voilà, il y a une opportunité de prendre quelques sous et de se faire former, donc je vais. Maintenant, bon, si ça ne marche pas, il n'y a pas de problème. Bon, si je trouve un emploi, j'abandonne. Donc la plupart des échecs, n'est-ce pas, de création d'entreprises sont liés au programme d'accompagnement des jeunes entrepreneurs. Donc c'est là-bas que nous devons chercher à trouver des solutions pour pouvoir faire en sorte pour assurer une pérennisation. Des entreprises. M. Ballot. Oui, je pense que Koulibaly a touché un des mots que nous avons. En fait, pour être entrepreneur, il faut avoir aussi de la prédisposition. Je pense que les 2 exemples qui ont été cités ici, que ce soit M. Diko, M. Koulibaly, ils vous ont tous dit depuis jeune. Lui, depuis qu'il était étudiant. Lui, il a dit depuis que j'étais déjà élève, je donnais des cours. Il y a des personnes qui développent ce profil-là, naturellement, ou par le système éducatif familial d'ailleurs, parce que la liberté donnée, le système familial peut permettre la prise d'initiative, de risque. Quand l'éducation familiale le permet, ça prépare aussi les jeunes à pouvoir être autonomes. Il y a aussi certains qui ont des backgrounds familiaux. Quand vous êtes dans une famille de commerçants, moi je suis d'une catégorie comme ça, mon groupe social, nous sommes commerçants de père en fils. Et il y a la tendance, dès le jeune âge, quand vous n'allez pas à l'école, chez nous, c'était à l'école coranique, vous partez tout de suite au marché. Dès que vous n'êtes pas à l'école, vous êtes au marché. Il n'est pas question que vous restez à la maison, de manière traditionnelle chez nous. Et tout ça prépare des jeunes à être entrepreneurs. Mais on a aussi les programmes. Lorsque nous mettons les programmes, je suis d'accord avec vous, je pense que l'expérience qu'on a ici du Mali, c'est que les jeunes sont venus parce qu'ils avaient tout essayé, mais leur premier objectif, ce n'était pas ça. Même certains qui avaient bien prospéré dans leur business, mais dès qu'ils ont l'opportunité d'un emploi salarié, ils abandonnent, ils partent. Et l'entreprise disparaît au bout d'un certain moment. Je pense que ça, c'est très important, le choix des jeunes qu'on va financer. C'est pourquoi nous avons mis en place un système de sélection qui est très difficile. La première compétition que nous venons de faire, on est passé de 600 candidatures pour sélectionner 77. C'est très difficile parce que les jeunes ne comprennent pas pourquoi on met en place. Même les 77 qu'on a sélectionnés, on est conscient qu'il va y avoir des faillites. Mais l'objectif, c'est au moins, même si on a le tiers qui reste et qui crée de l'emploi pour des autres, c'est déjà bien. Donc, l'échec fait partie de l'entrepreneuriat. Comme l'autre a dit, on fait un premier échec et quand on revient vers les systèmes de financement, on n'a plus confiance en quelqu'un qui a entrepris et qui a déjà fait un échec parce qu'on suppose qu'il a capitalisé les causes de son échec. Il a capitalisé son parcours, ce qui va lui permettre de rebondir. Comme je le disais, il faut oser. Celui qui ne passe pas à l'action ne peut pas, voilà. C'est ça Très bien. Le constat est là et tout le monde le sait. Comment aujourd'hui faire pour assurer la pérennité d'une entreprise? Qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète? Moi, je crois qu'il faut travailler. Travailler, toujours travailler. Parce que c'est vrai, une entreprise déjà, il faut mettre en tête que ce n'est pas votre personne. Dans nos statuts, la plupart du temps, une société, elle est faite pour durer 99 ans. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les jeunes entreprises au Mali, peu d'entre elles dépassent le cap des 3 années d'existence. Donc, je pense souvent c'est dû au fait qu'on relâche facilement. Et parce qu'on s'attend souvent à une certaine facilité dans la chose. Et dès qu'il n'y a pas cette facilité-là, ou bien dès que l'argent ne vient pas, voilà, donc on se décourage. Moi, je vous dis par exemple, si je prends l'exemple sur ma personne, il s'est passé des moments dans ma petite carrière où j'avais du mal à avoir 1000 francs pour mettre du carburant dans ma moto. Donc souvent, mon souci, c'était comment gagner 1000 francs et mettre le carburant dans la moto pour pouvoir démarcher les clients. C'était mon premier souci. Ce n'était pas de faire un bénéfice ou autre. Vous voyez? Mais voilà, petit à petit, vraiment en s'accrochant, les jours meilleurs peuvent s'ouvrir à vous. Ok, M. Koulibaly aussi est un exemple vivant. Oui, tout à fait. Bon, comme je dis, moi je suis issu d'une famille d'entrepreneurs.
Mes parents étaient des ouvriers dans le bâtiment. Donc j'ai grandi dans les chantiers. Donc j'ai vu tous les métiers du bâtiment, parce que mon père était entrepreneur du bâtiment. Donc j'ai développé cette culture-là à ce niveau-là. Et comme je suis né en Côte d'Ivoire, donc j'ai fait le commerce pendant mes années scolaires. Et donc j'ai vu toutes les facettes de l'entrepreneur commerçant et de l'entrepreneur vraiment dans les métiers. Oui. Voilà. Mais je pense que fondamentalement, pour pérenniser l'entreprise, ça dépend de l'écosystème dans lequel se trouvent les entreprises. L'environnement. L'environnement, oui, en général. D'abord, on dirait l'environnement des affaires. Il faut donc favoriser les incitations qui permettent à l'entreprise de s'épanouir, notamment les entreprises de jeunes ou des jeunes entreprises. Parce que le début d'une entreprise est tellement difficile que si on met tellement de goulot d'étranglement que l'entrepreneur ne pourra pas s'en sortir. Il y a l'environnement financier aussi. Permettre donc, comme le procès le fait, donner des fonds d'amorçage ou de donner des investissements directs aux jeunes entrepreneurs. Ça favorise la pérennisation des entreprises. Mais ce qui est important pour moi, que je dis tous les jours, pour qu'un entrepreneur réussisse son entreprise, c'est la maîtrise du métier. Parce qu'on crée une entreprise pour développer un produit ou développer un service. La maîtrise par l'entrepreneur principal de ce métier qui va lui permettre de pouvoir transformer ses produits, ou fabriquer ses produits, ou développer ses services, ça c'est fondamental pour la pérennisation. Vous avez beau mis un environnement des affaires qui est favorable, vous avez mis toutes les incitations possibles, vous avez mis tous les formateurs possibles, si l'entrepreneur lui-même qui tient la barre de son bateau n'est pas capable de pouvoir fournir les services de qualité, ou donner des produits de qualité, il ne pourra pas survivre dans l'environnement concurrentiel. Parce que ce n'est pas de la pitié. C'est un combat quotidien. Et pour réussir ce combat-là, il faut avoir la capacité technique de pouvoir délivrer ses produits et ses services. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est fondamental pour réussir la pérennisation de l'entreprise. Très bien. Alors, M. Ballot, il y a beaucoup de jeunes qui pensent que l'argent fait l'entreprise. Parce que quand vous posez la question, pourquoi vous n'avez pas commencé encore, ils disent non, ils n'ont pas d'argent. Est-ce que vous partagez cette idée, du fait que les gens pensent que c'est l'argent qui fait l'entreprise? Oui, mais juste avant de répondre à la question, j'aimerais parler de donner ma vision sur la question, ma réponse sur la précédente question. Je dirais, pour moi, il y a un certain nombre de choses qui sont très importantes, vous savez. Et quand on est entrepreneur et qu'on démarre, il ne faut pas dormir sous ses lauriers. Parce que les premiers succès peuvent complètement rendre fou. On a l'impression que tout est beau, alors que l'entreprise, c'est tous les jours des challenges. Il faut aussi se remettre toujours en cause. Parce qu'il y a des concurrents. Il faut toujours voir comment est-ce qu'on peut mieux percer, comment est-ce qu'on peut avoir des produits de meilleure qualité et savoir connaître les besoins réels de ses clients et adapter constamment son produit aux besoins des clients. Parce qu'on vend des services à des clients, on vend des produits à des clients. Les points de vue des clients sont très importants et on doit être omnibulé par la satisfaction de cette clientèle. Je pense aussi qu'il faut avoir la capacité de s'ouvrir aux autres. Parce que vous savez, quand nous réussissons ici, nous voulons, oui, c'est à moi, c'est mon entreprise. Alors que c'est à ces moments-là qu'il faut chercher beaucoup plus de partenaires, des gens qui vont s'associer, tout en essayant de garder le contrôle jusqu'à un moment. Parce qu'à un moment aussi, on est obligé de laisser le contrôle à d'autres personnes plus compétentes que vous et qui vous permettent de vous ouvrir sur plus de marchés. Mais il a dit quelque chose, Diko, c'est ce qui est très important dans nos contextes maliens. Je pense qu'il est important de le rappeler. Au Mali, ici, on confond le bénéfice, la poche, le fonds de roulement et tout. Et surtout, on oublie qu'on doit constamment réinvestir. Les premiers bénéfices doivent être réinvestis dans l'entreprise. Il a dit, c'est ce qu'il a dit. Il dit, dès que j'ai de l'argent, au lieu d'utiliser, je le réinvestis dans quelque chose, je le réinvestis dans ce que je suis en train de faire. Je pense que cette nécessité de réinvestir les bénéfices, les premiers bénéfices, mais surtout lorsqu'on a grandi, une partie des bénéfices dans l'entreprise est très très importante. Et malheureusement, dans notre pays, ce n'est pas ça. Dès qu'on commence à avoir des bénéfices, on commence à construire des maisons, on va même jusqu'à rentrer sur les fonds de roulement de l'entreprise. Après, on est surpris de voir que l'entreprise a des difficultés. Je pense que je voulais vraiment intervenir sur cette partie. Maintenant, la question de l'argent. Oui, je pense que j'étais le week-end dernier dans un débat du REAO. Le réseau des entreprises d'Afrique de l'Ouest, où on avait posé cette question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent est-ce qu'il faut vraiment de l'argent pour passer à l'action? L'argent est important.
on ne peut pas le leurrer, c'est le nerf de la guerre, c'est dit et c'est redit partout. Mais c'est d'abord son rêve. Quand on a un rêve et qu'on veut le réaliser, on le fait. L'argent se construit petit à petit. Et monsieur Diko vous a dit, je suis allé de rien, je réparais les chaussures, je faisais la coiffure quand j'étais étudiant. Il a fait tout ça, il n'a pas dit qu'il a fait tout ça quand il était déjà étudiant sur la colline. C'est pourquoi il vous dit la colline. La colline, c'est la colline de la cité universitaire. Donc, l'argent qu'il gagnait là, il les a capitalisés progressivement. L'argent est important, mais la réalisation, la mise en œuvre de son rêve est plus importante. C'est pourquoi il faut avoir des étapes lorsqu'on passe à l'action. Moi, ce qui est hilarant ici, quand je vois des jeunes diplômés qui arrivent avec un plan d'affaires de 150 millions, je dis, mais est-ce que vous avez déjà géré 1 million? Je dis non. Je dis, mais 150 millions, qui va vous faire confiance? L'argent, c'est important, mais c'est sa capacité d'abord à s'engager dans la réalisation de ses rêves et après à aller chercher cet argent-là progressivement. Monsieur Diko, vous savez pourquoi il a été classé premier? Parce qu'il rassurait tout le monde. Parce que tous ceux qui l'ont interviewé dans les différents espaces se disaient qu'on le finance ou pas, lui, il va avancer. Oui. Donc, mieux vaut l'accompagner. Il arrive à un moment où il faut qu'il passe des 100 000 et 115 000 qu'il rembourse après, 15 000 en plus. Là, nous, on lui donne de l'argent pour vraiment passer à une autre échelle. Et ce n'est pas suffisant pour son rêve. Peut-être que ça, c'est une étape dans son processus. Après, il va avoir une autre étape où il va vraiment avoir besoin de plus d'argent que ça. Donc, il va aller nous, on l'aide déjà à passer dans le système bancaire parce que tous ces jeunes qu'on finance ont créé des comptes bancaires. On les met en contact. Il y a une partie du financement qui va être en crédit. Les 7 millions dont je parlais, c'est de la subvention. Il y a une partie de son financement qui va être en crédit. Et l'objectif, c'est de le mettre déjà en contact avec le système bancaire de manière qu'il n'ait plus besoin de nous et qu'il se fasse financer de manière plus classique. Très bien. Alors, c'est ça. Alors, M. Diko, aujourd'hui, si vous avez un message à l'endroit de la jeunesse, qu'est-ce que vous allez dire? La jeunesse doit croire. Moi, personnellement, je n'ai fait qu'un seul concours. C'était le concours de l'ENA, la nouvelle ENA. J'ai terminé en 2010. Dès lors, je n'ai jamais voulu travailler pour l'État. Là aussi, c'est les gens qui disent qu'il faut faire concours. J'ai dit non, je ne fais pas concours. Les jeunes doivent croire à leur idée, ça c'est de un. D'aider, croire que si je crée ma boîte, j'ai plus d'autonomie, j'ai plus d'opportunités de gagner de l'argent que d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. D'abord, tu travailles pour toi, tu es indépendant, tu crées de l'emploi et tu crées de la recherche. Donc les jeunes doivent croire à leur idée. Parce que je crois à mon idée, ce que M. Balo vient de dire tout de suite, c'est tout à fait vrai. J'ai d'autres ambitions, mais tout de suite, c'est impossible. Quand j'ai un plan d'affaires de 100 millions, ils vont dire, mais celui-là est fou. Or, je sais que ce que j'aimerais faire aujourd'hui, je sais que c'est possible. Il y a de ces commerçants qui investissent plus de 100 millions au savon cosmétique importé au Mali et avec des véhicules de livraison, les savons. Je vois que je peux faire mieux que ça. Mais tout de suite, j'ai besoin de la confiance au fur et à mesure. Et je sais que dans une année, les savons seraient partout dans le Mali et dans les pays voisins, Inch'Allah. Mais maintenant, la jeunesse, on doit comprendre une chose. Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance à tes idées, personne ne peut t'aider. Parce qu'il a si bien dit, je trouve le financement ou pas, je suis prêt à aller là où je peux me sentir plus en l'aise, là où je peux avoir plus de souffle pour pouvoir progresser. J'ouvre les opportunités à tout le monde. Même si c'est 5 francs ou 5 000 francs, je te dis 2 jours, 3 jours, amen, je vais te donner 500 francs de plus. Donc c'est juste appeler les gens, même les jeunes qui ont la bourse. Par exemple, moi, ce qu'il a dit, ma bourse, je n'ai jamais touché à ma bourse. C'est à la fin de l'année, on nous donne le tout et j'investis à quelque chose. C'est comme ça que j'ai installé mon premier kiosque sur la colline. Et puis depuis 2010 jusqu'à présent, il y a mon kiosque sur la colline de Badlabou. C'est avec ma bourse que je l'ai fait. Donc il ne s'agit pas de dépenser la bourse, les tourceaux, mais c'est d'investir à quelque chose qui peut nous apporter. Quelque chose, très bien. Alors, M. Koulibaly, vous parlez d'autonomisation des femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire à travers votre institut? Est-ce que vous avez un contact avec le procès? Comment ça se passe? Alors, nous avons fait le constat qu'aujourd'hui, quand vous prenez les femmes entrepreneurs, surtout du milieu rural que du milieu urbain, d'abord, il y a beaucoup de contraintes qui font que les femmes ont des difficultés. Par exemple, pour la production agricole, l'accès aux terres est assez difficile pour les femmes. Quand vous prenez le taux d'usufruit des terres aujourd'hui pour les femmes est à peu près 20%. Mais le taux de propriété, des droits de propriété sur les terres aujourd'hui pour les femmes est au maximum de 4% au Mali. Alors, donc ça, c'est une véritable difficulté, un goulot d'étranglement qu'il faut lever pour que les femmes puissent produire aisément. Deuxièmement, l'accès aux finances pour les femmes est assez compliqué.
parce que n'ont pas assez de garanties, n'ont pas assez de moyens pour pouvoir favoriser le développement de leurs entreprises. Troisièmement, c'est l'encadrement. Et j'allais revenir aussi à ça par rapport à la question qui a été posée sur l'importance de l'argent. L'argent est certes important, mais vous avez beau mis des millions et des milliards, lorsque vous n'avez pas l'encadrement technique des femmes entrepreneurs, qu'elles soient jeunes ou âgées, ou des jeunes entrepreneurs hommes, lorsque vous n'avez pas l'encadrement technique idéal, ces entrepreneurs-là ne peuvent pas émerger. Quand je parle d'encadrement technique, c'est des incubateurs où on a des experts qui sont des anciens entrepreneurs, qui peuvent faire du bon coaching, qui peuvent faire on peut avoir de bons mentors pour accompagner ces entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans notre écosystème, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, quand on prend le dispositif des formateurs en entrepreneuriat, il y a du tout et de n'importe quoi. Quelqu'un qui n'a jamais créé une entreprise pour soi-même, comment est-ce qu'il peut venir conseiller à quelqu'un comment avoir une bonne idée, comment monter un bon plan d'affaires? Et aujourd'hui, quand on prend le marché aujourd'hui des formateurs en entrepreneuriat, c'est ça le problème. Des gens qui sortent de n'importe où, c'est comme si vous prenez quelqu'un qui se pointe, qui se dit, le médecin, il va opérer quelqu'un. Il va assassiner la personne. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. On a des formateurs qui ne sont pas bons en entrepreneuriat, on a des coachs qui ne sont pas bons, on n'a pas assez de mentors. Et ça c'est extrêmement important. Le dispositif technique d'accompagnement doit être revu, vraiment certifier les personnes qui font ce boulot. Parce que ce n'est pas n'importe quel boulot. En ce moment, on aurait des entrepreneurs qui ont beaucoup vraiment d'accompagnement. Et l'argent va faire que favoriser ça. Parce que si l'entrepreneur est bien encadré, il sait où il va, sa vision est claire, on l'aide à avoir les moyens adéquats, il peut aller par échelle, comme l'a dit M. Ballot. Donc, aller par échelle, c'est fondamental. Il faut commencer petit à petit, et grandir. En ce moment, on va sûrement, et l'entreprise se solidifie. L'entrepreneur même gagne en expérience, en connaissance, en compétences et en savoir-faire. Ça, c'est extrêmement important. Quand il s'agit maintenant du partenariat entre ProSège et nous sommes ouverts et je pense que le directeur de ProSège reste ouvert aussi. Nous sommes favorables pour accompagner les femmes qui ont été bénéficiaires de ce concours-là, parce que c'est ça notre spécialité. Nous sommes favorables pour les accompagner. S'il y a d'autres qui veulent démarrer, nous sommes capables, au sein de notre incubateur, de les préparer et de les accompagner jusqu'à ce que les entreprises soient viables et rentables. Très bien. Alors, M. Coulibaly, est-ce que vous êtes dans cette logique? Oh oui, je crois que M. Coulibaly, ce qu'il vient de dire est extrêmement important aujourd'hui, que surtout en ce qui concerne les femmes entrepreneurs, je crois qu'il faut un véritable accompagnement technique au niveau de ces femmes-là. Vous allez trouver au Mali, par exemple, nos femmes, elles sont beaucoup engagées pour la plupart dans l'agro-business. Mais souvent, elles ont de très bons produits, très souvent, mais par manque de formation en management ou bien même en marketing commercial, souvent elles ont du mal à écouler leurs produits pour ne pas les vendre. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important quand même que et les femmes entrepreneurs et les jeunes puissent bénéficier de l'expertise des structures comme la sienne, afin de mieux se former et surtout affronter les défis qui se posent à eux. Très bien. Alors, M. Ballot, qu'en est-il de la certification proposée tout à l'heure par monsieur? Oui. Merci beaucoup. Je pense que le processus est en train de travailler. Nous avons fait une première expérience. Notre première expérience, c'est la compétition qu'on vient de clôturer. Nous sommes en train de tirer les enseignements de cette compétition et je peux dire ici que dans le processus, nous avons fait venir des formateurs du Canada pour travailler avec les formateurs maliens. Mais nous sommes en train de passer à une autre échelle, parce que l'écosystème est important. L'écosystème, ce qu'on appelle l'écosystème, c'est tous ces incubateurs qui prennent les jeunes, qui les accompagnent. Et nous sommes en train d'identifier les différents... J'ai juste appris qu'au sein de son institut, qu'ils ont un incubateur féminin. Mais nous sommes en train de travailler avec un des plus grands incubateurs français, Bondi Innov, qu'on va faire venir ici à la fin du mois de juin. Et nous allons inviter l'ensemble des incubateurs. Nous avons même identifié un incubateur à Tombouctou, pour le nord. Nous allons faire venir l'ensemble des incubateurs pour travailler avec ce Bondi Innov, qui est le plus grand incubateur français. Et nous allons mettre en place un système d'évaluation à la fin pour retenir les meilleurs qui vont accompagner les jeunes.
Donc, on est dans ce processus. On est en train de construire le processus. Parce que l'écosystème, il faut le savoir aussi, il a évolué il n'y a pas très longtemps. Ça fait un an et demi que l'écosystème est en train de se mettre en place. Et ça crée de la plus-value, de la valeur ajoutée sur ce que nous sommes en train de faire. Parce que tout dernièrement, j'avais invité une partie de l'écosystème pour aller à Sahel Innov au niveau du Niger. Et nous avons été membres du jury là-bas, du jury de sélection des projets. Et nous avons vu l'apport de l'écosystème aux jeunes promoteurs, la qualité des produits qui ont été présentés. Parce que ça, c'est très important, parce que ça permet aux jeunes de structurer leurs idées, parce que souvent, les idées que les jeunes portent, le volet économique n'est pas vraiment vu. Et là, l'incubateur l'écosystème est très important. D'abord pour structurer l'idée, mais aussi accompagner le jeune dans la mise en place. Il a utilisé 2 mots, le coach, le mentor, qui sont très très importants. Vous savez, un mentor, c'est le jeune qui fait de l'agriculture, qui est confronté à un problème. C'est lui donner la possibilité d'appeler un senior qui fait ça tous les jours, en lui disant, voilà, moi j'ai tel problème. Le senior lui donne plusieurs solutions, mais c'est le jeune qui choisit à la fin la solution qui convient à son cas, parce qu'il est dans son contexte. Et ça, cet écosystème, nous sommes en train de le construire avec les incubateurs qui sont sur place, les formateurs qui sont là, mais aussi avec le secteur privé qui est très important. Le patronat, le réseau des PME, le REAO, ça c'est des acteurs importants. On ne peut rien construire tant que ceux-ci ne sont pas avec nous. C'est des acteurs majeurs. C'est pourquoi nous essayons de mettre ensemble et les incubateurs qui se développent de plus en plus, mais aussi mettre la relation avec le secteur privé qui doit nous guider énormément. C'est pourquoi si vous regardez, je sais pas, vous le savez un peu parce que vous connaissez le CPA, dans tous nos espaces de décision, c'est le secteur privé qui est majoritaire. Parce qu'on veut s'assurer que ce que nous sommes en train de faire correspond à la réalité économique de notre pays. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des formateurs certifiés au Mali? Est-ce qu'il y en a? Il y a des formateurs certifiés. Vous savez, avant l'existence de ProSège, il y avait le réseau des formateurs de Germain, de BIT. Il y a un certain nombre de personnes aussi qui ont été certifiées sur les produits, je crois, de la Banque africaine. Il y avait un produit Banque africaine. On a des réseaux comme ça qui existent. Mais le problème, c'est que l'écosystème n'existant pas, les gens sont dans les cabinets. Mais là, ce que nous essayons de faire, c'est de mettre l'écosystème en place. Lorsque vous arrivez au Mali, c'est ce qui se fait normalement. Vous êtes jeune, vous voulez créer une entreprise, vous savez tout de suite, je peux aller voir M. Koulibaly, je peux aller voir Dravé à Creatim, je peux aller voir Keita à Impacteur. Donc, et où je peux aller au patronat, parce que c'est ce qui se fait aussi dans certains pays, au patronat, vous avez des incubateurs aussi qui peuvent exister, qui vont aider ces jeunes-là à concrétiser, à structurer leur idée et à passer à l'action, à les aider dans la recherche. Mais ce qui est très important aussi, parce que cet écosystème ne sera pas performant si nous ne faisons pas aussi les liens avec les universités, l'enseignement supérieur et les écoles supérieures. Ça, c'est très, très important. Parce que dans beaucoup de pays, je fais des visites dans certains pays européens, j'ai vu que c'est très important parce que les jeunes qui sont à l'université, il y a vraiment un gros nombre, un potentiel de création d'entrepreneurs qui peut exister là, qui en allant dans les incubateurs vont se révéler et qui vont permettre à notre économie de se structurer pour aujourd'hui, mais pour l'avenir. Est-ce que vous accompagnez les entreprises qui existent déjà, que ce soit jeunes ou pas? Oui, nous avons un produit pour les entreprises qui existent. C'est ce qu'on appelle, on a un programme qui s'appelle l'appui au PME, sur lequel nous avons 2 outils essentiels. Nous avons un fonds à coût partagé, comme son nom l'indique. L'entrepreneur apporte une partie, nous apportons une partie. Et on a aussi une ligne de garantie qui permet à l'entrepreneur, lorsqu'il n'a pas la partie l'entrepreneur doit apporter, il ne l'a pas, pour qu'il puisse le prendre au niveau de la banque, nous on apporte la garantie. Comment accéder à cela? Est-ce qu'il y a des critères? Il y a des critères. Il faut avoir au moins 3 années d'existence, avoir un business plan. Parce qu'on veut éviter que quelqu'un vienne nous dire je vais acheter une ligne de production. Nous ne voulons pas ça. Nous voulons que lorsqu'une entreprise s'adresse à nous, dit je vais acheter une ligne de production, voilà les raisons. Parce que ça va me permettre d'augmenter ma productivité, d'augmenter mes gains, surtout créer beaucoup plus d'emplois pour les jeunes Maliens. Et donc, pour cela, il faut un business plan. Ce n'est pas seulement une demande avec une facture proforma, il faut un business plan. Il faut que l'entreprise existe déjà depuis 3 ans. Donc, il faut les pièces légales de l'entreprise, ses comptes de résultats sur les 3 dernières années pour voir si on peut lui faire confiance. Et une demande formelle où l'entreprise va dire, voilà le budget global dont j'ai besoin, le montant global dont j'ai besoin, voilà ce que moi j'apporte, ce que je demande en subvention et ce que je pourrais prendre en prêt. Donc, une fois que tout ça s'est rempli, vous venez nous voir. Mais si vous n'avez pas de cabinet pour vous aider à faire ça,
vous venez nous voir, on va vous donner des cabinets. Vous venez à des cabinets, nous sommes prêts à payer les frais des cabinets pour qu'ils vous aident à faire cela aussi. Très bien. Alors, on est presque à la fin de l'émission. En quelques mots, M. Coulibaly, quel est le défi majeur aujourd'hui qui se pose à l'entrepreneuriat jeune au Mali? Alors, le défi majeur qui se pose, comme je l'ai dit aujourd'hui, c'est l'éducation à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il faut que nous arrivions à développer dans notre système éducatif, que ce soit formel ou non formel, des curricula liés à l'éducation à l'entrepreneuriat. Cela va nous permettre de créer une culture entrepreneuriale déjà, en nous basant déjà sur notre histoire économique nationale. Ça, c'est extrêmement important. Le deuxième, c'est l'accompagnement technique qu'il faut vraiment structurer. En ce moment, on peut quand même aller vers des démarches plus structurées, plus techniques, qui vont favoriser donc l'émergence de ces jeunes entrepreneurs. Le troisième défi, c'est le défi lié aux jeunes femmes, parce qu'elles ont des contraintes spécifiques, qui sont victimes de beaucoup d'obstacles différents des hommes, qu'il faut vraiment y remédier et leur donner des avantages de discrimination positive. Très bien. Alors, M. Coulibaly Idrissa, sans répéter ce que Coulibaly vient de dire, oui, est-ce que... Oui, je crois que Coulibaly a touché pratiquement les défis majeurs qui se posent aujourd'hui aux jeunes entrepreneurs. Mais à cela, moi, j'ai envie d'ajouter aujourd'hui qu'il faut que les jeunes se mettent aussi dans ce que je voulais dire. Il faut que les jeunes aujourd'hui sachent que quand on est entrepreneur, il faut être compétitif, parce qu'on est aujourd'hui dans un marché concurrentiel qui ne fait pas cadeau. Donc il faut vraiment se mettre à l'innovation pour que les produits puissent être plus compétitifs et qu'on travaille tous les jours à cela. Donc ça, c'est vraiment un défi qui se pose aujourd'hui aux jeunes. Mais vous êtes dans le secteur, ça veut dire que vous connaissez mieux les défis? Oui. Très bien. Ok. Alors, M. Diko, quel est le défi qui se pose aujourd'hui à vous qui êtes déjà dans le secteur? Il y a beaucoup de défis à relever parce qu'au marché, il y a beaucoup de concurrence et la compétitivité, comme il a su bien dit, et aussi la manière de convaincre les gens. C'est un produit local, c'est un produit qui est bien. Donc, c'est tout à fait un problème de convaincre les gens. Malgré que c'est un produit local, donc il faut aller de bouche à oreille pour convaincre les gens tout de suite. Parce qu'on a des difficultés de communication à la télé, à la radio, avec les affiches. Donc, on est obligé d'aller de confiance en confiance, de bouche à oreille. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à se faire des clients. Dieu merci, lors du concours du CPA, j'ai eu un client comme ça, à travers un participant au CPA qui m'a donné vraiment un clientèle aujourd'hui très énorme du Sénégal, que je produis, je livre beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est ça aujourd'hui, le défi énorme, c'est d'aller la communication de bouche à oreille. C'est plus convaincant que de voir, j'ai entendu. Mais si tu vois quelqu'un, tu peux lui poser toutes les questions et je pense qu'il sera à mesure de vous répondre. Donc c'est ça aussi qui manque à nos jeunes aujourd'hui, s'ils ont des produits ou bien s'ils ont des services, d'aller convaincre les gens, de s'exprimer de leurs produits, de la qualité de leurs produits. Communication opérationnelle. Voilà. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui vraiment. Il faut qu'on relève ce défi-là, le défi de communication surtout. Quand tu pars, tu te présentes à quelqu'un, tu as 1000 chances de le convaincre qu'il a entendu à la télévision ou bien à la radio. Je pense que c'est ce défi que je demande. Oui. Monsieur Balo, vous avez des réponses à tous ces défis-là? Oui, non, je pense que l'essentiel a été dit. Oui. Très bien. Alors, les perspectives, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour boucler en une phrase? Oui, ça, là, vous allez me permettre quand même de profiter de votre antenne comme conclusion de ma part, pour encore appeler les jeunes à postuler sur le deuxième cycle de la commission des plans d'affaires qui est lancé, qui est ouvert jusqu'au 25 juin. Mais je voulais profiter de votre antenne pour sérieusement dire à tous les jeunes Maliens que cette inscription est gratuite. Il ne faut pas que les gens les prennent de l'argent, parce que nous avons entendu des rumeurs. L'inscription, elle est gratuite. Vous allez simplement sur notre site www.procège-mali.org. Il faut qu'ils arrêtent de passer par des intermédiaires qui vont passer le temps à les arnaquer. L'inscription est gratuite. Okay. Je voulais vraiment insister sur cela. Et dire que le défi pour nous tous ici, c'est que les entreprises que nous finançons puissent se pérenniser et créer des emplois, de la richesse pour les promoteurs, mais créer des emplois pour des jeunes Maliens. Voilà, c'est ça. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Alors, je rappelle aux téléspectateurs que nous étions en train de parler aujourd'hui de la problématique
de l'entrepreneuriat jeune. Et pour en parler, nous étions avec Drissa Balo, qui est le coordinateur du PROCEJ. Nous étions avec Kassoum Koulibaly, qui est formateur en entrepreneuriat, président de l'Institut mondial pour l'autonomisation économique des femmes. Nous étions également avec Ibrahim Diko, qui est lauréat du concours plan d'affaires du PROCEJ. Et le quatrième invité était Ibrahim Idrissa Koulibaly Didi, qui est jeune entrepreneur fondateur, promoteur du salon de l'entrepreneur féminin de Bamako, voilà. Du salon des jeunes entrepreneurs de la zone et moi. Très bien. Alors merci à tous les quatre une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur le programme de votre télévision nationale. Au revoir.